Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que j'ai vu. C'est sombre. C'est vraiment sombre. Que se passait-il à l'intérieur de cette maison à Philadelphie? Il semble qu'une histoire d'horreur se déroulait à l'intérieur de cette maison sur Chew Avenue. En fouillant le premier disque dur, les détectives de la brigade des homicides ont trouvé des images et une vidéo de ce qui semblait être 2 femmes décédées. La police affirme avoir fait une découverte choquante liée à plusieurs femmes disparues il y a des années. Ils enquêtent maintenant pour savoir si elles sont entrées dans cette maison sans jamais en ressortir. Ce que les autorités disent avoir découvert est tout simplement cru et sombre, alors qu'elles tentent maintenant de dévoiler les secrets de cet homme qui est désormais en détention. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. C'est le genre d'histoire qui pourrait empêcher les enquêteurs de dormir la nuit. Et cela pourrait aussi vous empêcher de dormir la nuit quand vous pensez à ce qui a pu se passer, caché à la vue de tous, au cœur de l'une de nos plus grandes villes, potentiellement pendant des années. Les histoires de femmes qui disparaissent, laissant planer le mystère sur l'endroit où elles se trouvent, sont maintenant réexaminées, alors que la police mène ce qu'ils appellent une enquête sur un décès à l'intérieur d'une maison au 417 Chew Avenue, à Philadelphie. Et voici à quoi ressemble cette maison selon Google Maps. Vous pouvez voir qu'elle est un peu délabrée, mais je veux dire, si vous passiez devant cet endroit, vous ne soupçonneriez pas que l'intérieur cache ce que la police dit avoir trouvé. Maintenant, avant de vous dire ce que la police a déclaré lors d'une conférence de presse, je veux que vous fassiez la connaissance de l'homme au centre de cette histoire, Eugene Horch. Il a 44 ans. Il est actuellement en détention fédérale pour des accusations liées à des armes à feu qui auraient été trouvées sur lui. C'est un criminel condamné, et il est également impliqué dans des documents qui auraient été de fausses plaques de la DEA et du FBI. Mais à ce stade, il n'est pas accusé de meurtre. Maintenant, il n'est pas clair si cela changera après ce que la police dit avoir trouvé hier à l'intérieur du 417 Chew. Ils disent avoir trouvé des images et des vidéos de 2 femmes mortes. Et ils ont identifié ces 2 femmes comme étant des jeunes filles portées disparues depuis des années. Leur nom? Maribel Frécis. Elle n'a pas été vue depuis février 2018. Et Gabrielle Amarondo. Elle a disparu en 2012. Maintenant, il y aurait au moins 2 autres femmes disparues, apparemment liées à cette maison, et potentiellement à Eugène, dont nous allons parler dans un instant. Mais nous devons aussi parler d'une autre personne dans cette histoire, et dans l'histoire de cette maison. Et c'est le père d'Eugène. Il s'appelle R.C. Horch, et c'était un artiste pornographique tristement célèbre. Tellement célèbre qu'il a même une page Wikipédia assez détaillée. Cette page indique que ses 50 ans de carrière vont du poétique à l'explicite. Son travail artistique se concentre souvent sur des femmes peu vêtues dans des contextes sadomasochistes. J'ai d'ailleurs dû chercher ce mot. Et ce mot signifie, je cite, « tirer du plaisir, souvent sexuel, en infligeant une douleur physique ou mentale à quelqu'un d'autre, ou en ressentant soi-même de la douleur et de l'humiliation. » Selon la police, R.C. est décédé en 2025 d'une maladie pulmonaire. Mais sa femme a disparu depuis une décennie. Il était marié à une femme nommée Amy McHale, selon le Philadelphia Inquirer. Voici des photos que nous avons trouvées sur la page Facebook d'Amy. Elle n'a pas été vue depuis 2016. Et sa fille a publié cette photo d'elle deux sur les réseaux sociaux. Et elle a également publié ceci, en 2024, une affiche de personnes disparues, indiquant qu'Amy a été vue pour la dernière fois à environ 1 mile de cette maison, sur Chew Avenue. C'est maintenant au centre de cette enquête sur Eugene Horch. Maintenant, nous ne savons pas quel type de contact Amy avait avec Eugene Horch. Nous ne savons pas si Eugene a quoi que ce soit à voir avec la disparition d'Amy. Nous savons simplement qu'elle n'a pas été vue depuis une décennie. Alors maintenant, je veux expliquer comment la police a découvert ce qui pourrait être une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Voici ce qu'ils ont déclaré lors d'une conférence de presse hier. Ça a commencé le 19 juin à 8 h à l'angle de la 6e rue et de Market Street. Un officier de la police des parcs des États-Unis a mené une enquête sur un véhicule et un piéton à cet endroit. Le véhicule était une BMW. Dans le véhicule, il y avait 2 personnes, un passager et un conducteur. Le conducteur était Eugene Horch. C'est un homme de 44 ans, domicilié au 417 Chew Avenue. La passagère est une femme blanche, a fourni une fausse pièce d'identité
au nom de Blair Tuncelli. Au cours de cette enquête, l'enquête de terrain, 2 armes de poing illégales ont été retrouvées dans ce véhicule. Environ 8 000 $ de drogue illégale, qui étaient du crack, de l'héroïne et de la marijuana, ainsi qu'un badge de la DEA comme pièce d'identité. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. La photo d'Eugène Horch figurait sur cette pièce d'identité. Au cours du processus de débriefing, le nom de Blair Tuncelli est revenu. Et nous avons appris au cours de ce débriefing que nous ne la reverrions peut-être jamais. Plus tard dans la journée, c'était du vendredi 19 au samedi 20. La DEA et des agents du département de police de Philadelphie, affectés à la Task Force fédérale, ont exécuté un mandat de perquisition au 417 Chew Avenue. Ils ont saisi une autre arme illégale, des pièces d'armes, une opération de culture de marijuana d'une valeur de revente dans la rue de plus de 280 000 $. Un autre badge. Cette fois, c'était un badge du FBI avec des papiers, encore une fois, avec la photo d'Eugène Horch dessus. Également dans la maison, il y avait 5 urnes, contenant ce que nous pensons être des restes issus d'une crémation. La DEA a contacté Tom Walsh, c'est le lieutenant de la brigade des homicides. La brigade des homicides ouvre une enquête au 417 Chew Avenue et la disparition de Blair Tuncelli. Au cours des jours suivants, la brigade des homicides et la brigade des victimes spéciales, qui fait partie du groupe chargé des disparitions de longue date, ont mené plusieurs entretiens et ont enquêté sur les pièces d'identité trouvées au 417 Chew Street. Et ont de nouveau interrogé les amis de Blair Tuncelli. Cette conférence de presse pour Fox 29 Philadelphia. Maintenant, j'ai une plainte pénale fédérale qui indique qu'un policier s'est approché d'une BMW qui n'était pas garée, loin de la cloche de la liberté, à Center City, Philadelphie. Et à l'intérieur de cette BMW, il trouve Eugène Horch et une femme. Et il dit qu'il entend cette femme dans la voiture crier, je cite, « Tu vas me faire du mal ». Maintenant, la police dit aussi que Horch avait des plaies qui pourraient provenir de la consommation de drogue illégale. Et ils disent aussi que cette femme non identifiée avec qui il était semblait également être potentiellement sous l'influence de drogue illégale. Mais la pièce d'identité que portait cette femme non identifiée était celle de Blair Tuncelli. Et Blair est porté disparu depuis 2023. Voici son profil sur la base de données nationale des personnes disparues, NAMUS. Maintenant, la police dit que la femme dans la voiture avec Eugène, ce n'est pas Blair. Et Blair est toujours porté disparu. Mais nous ne savons pas comment ils ont obtenu cette pièce d'identité. Eugène aurait eu suffisamment d'armes, de drogue et de faux documents de police. Pendant la perquisition, ce qui semblait être une sorte de laboratoire ou un laboratoire domestique dans le sous-sol, divers récipients contenant une substance huileuse inconnue et plus de 50 appareils électroniques. Il s'agit de disques durs, d'ordinateurs, des clés USB, ce genre de choses. Ce n'était que le début. La police de Philadelphie a fait appel au FBI. Voici certains des résultats de l'enquête. À ce jour, nous avons exécuté plus de 95 mandats de perquisition concernant la maison et son contenu. Le FBI a été un atout considérable dans cette enquête et nous a aidés à collecter et à traiter les preuves. Le 9 juillet, un chien policier de la police d'État du New Jersey, certifié par le FBI,
a fouillé la maison et les environs de la maison. Le 22 juillet, je sais que beaucoup d'entre vous étaient présents au 417 avenue Chou. C'est à ce moment-là que nous avons de nouveau exécuté le mandat de perquisition sur cette propriété pour retirer la canalisation d'égout, la conduite latérale et le siphon. Et nous voulions examiner le contenu de cette canalisation d'égout. Le 27 juillet, Les plus de 20 conteneurs contenant la substance inconnue ont été livrés à un laboratoire spécial à Chicago pour des tests et des analyses. Début août, les preuves numériques visées par les mandats de perquisition ont commencé à arriver. Nous avons utilisé le laboratoire régional d'informatique légale. La quantité d'informations et de preuves numériques que nous avons obtenues était stupéfiante. Les enquêteurs de ce groupe d'enquête doivent examiner 600 000 images, 70 000 vidéos et plus de 10 000 pages d'écrits, de manuscrits et de dessins. Nous devons examiner et organiser tout cela. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette enquête va prendre du temps. Il y a beaucoup de preuves à examiner. Les autorités passent en revue des dizaines de milliers d'images, de vidéos et de pages qui ont été récupérées dans cette maison. C'est une quantité énorme de preuves. Mais ils disent que la découverte la plus troublante était peut-être des images de 2 femmes décédées. En fouillant le premier disque dur, Les détectives de l'homicide ont trouvé les images et la vidéo de ce qui semblait être 2 femmes décédées. Ces femmes ont été identifiées. Nous savons qui elles sont. C'est un terrain inconnu pour l'unité des homicides à Philadelphie. D'habitude, quand nous avons une enquête pour homicide, nous avons un corps, nous avons des parties du corps. Cette fois, nous n'en avons pas. Les 2 femmes sur ces images, selon la police, Maribel Fressis et Gabrielle Amarando. ensuite, d'après leur analyse, le médecin légiste penserait que les personnes représentées sur les images sont décédées. Cependant, Sans avoir de corps réel ou de parties de corps à examiner physiquement, le médecin légiste ne peut pas conclure avec certitude qu'elles sont décédées. Par conséquent, le médecin légiste ne peut pas délivrer de certificat de décès ni déterminer la cause du décès. La seule entité qui pourra déclarer les individus décédés sans corps sera la Cour des successions de Philadelphie. Après une réunion avec le médecin légiste, nous avons rencontré l'état-major, l'équipe d'enquête et l'équipe de direction. Il a été décidé que nous avions le devoir et l'obligation d'informer les familles des 2 femmes. La police indique que les images des femmes sont explicites et sombres. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que j'ai vu. C'est sombre. C'est vraiment sombre. Mais ce que nous avons vu, c'est ces 2 filles en vie. Il y a eu une période de temps et il nous semble qu'elles sont décédées. Il y a des parties de la vidéo que nous n'avons pas encore, mais encore une fois, il nous reste 93% à examiner. À ce stade, la police ne sait pas comment ces femmes sont mortes. Et il n'est pas clair si les images des femmes ont été envoyées ailleurs. Hier encore, la police dit que parmi toutes les preuves qu'ils examinent, tout ce contenu numérique qu'ils ont récupéré de la maison, ils estiment n'en avoir examiné qu'environ 7%. Il leur reste encore beaucoup de travail à faire. La police affirme que les familles de Maribel Fressis et Gabrielle Amarando ne connaissaient pas Eugène Orche. Actuellement, Orche est en détention fédérale. Il fait face à des accusations fédérales de possession d'une arme à feu par un condamné et à une accusation pour avoir prétendument détenu de faux badges des forces de l'ordre. Il était considéré comme criminel parce qu'en 2014, Eugène a été condamné pour possession en vue de distribution. À l'époque, il a été condamné à une peine de 2 à 4 ans de prison. À ce stade, encore une fois, il n'est pas accusé d'un crime violent. Il n'est pas accusé de meurtre. Mais il doit comparaître de nouveau devant le tribunal pour ses accusations fédérales le 8 septembre. Nous voulons que les personnes qui étaient à l'intérieur de cette maison nous appellent. Nous voulons que toute personne ayant eu des contacts de quelque manière que ce soit avec Eugène ou Raymond Charles nous contacte, car nous voulons reconstituer cette chronologie. Nous voulons voir toutes leurs interactions. Ceci est, comme a dit le lieutenant Walsh, l'une des plus grandes enquêtes, sinon la plus grande, que la brigade des homicides va devoir gérer. Pour en parler davantage, nous recevons maintenant l'ancien détective du NYPD, David Sarney.
C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Il y a beaucoup de choses à analyser dans cette affaire. Mais je pense qu'au cœur de tout cela, avec ces deux jeunes femmes que la police pense maintenant être décédées, elles étaient portées disparues. Ils pensent qu'elles sont mortes. Il y a une vidéo, mais vous n'avez pas de corps. Alors, que pouvez-vous faire avec ça si vous êtes la police de Philadelphie? Eh bien, c'est justement le problème. Merci de m'avoir invité. Vous savez, quand on parle de ces affaires, cela ne se produit pas à moins que l'agent de police n'effectue ce contrôle et cette interaction. Et cela a entraîné une suite d'événements à laquelle il ne s'attendait pas. Donc maintenant, vous avez une personne disparue dans l'identification. Vous en êtes arrivé au point où vous pouvez obtenir des mandats de perquisition pour la maison. Maintenant, vous avez des informations sur les personnes disparues à partir de là. Pour gérer une affaire sans corps, pas d'affaire. Et cela arrive très souvent. Nous avons besoin de quelque chose pour relier lui ou cette maison à leur mort. Ils peuvent avoir constaté les décès, mais où est le corps? Qu'est-ce qui a causé leur mort? Et le bureau du médecin légiste ne peut pas le déterminer pour l'instant parce que nous n'avons pas de corps. Eh bien, et je pense aussi, tu sais Maribel, et je veux être sûr de bien le dire, Maribel Frass, elle est portée disparue depuis février 2018. Gabrielle Amorando est portée disparue depuis 2012. Je veux dire, c'est une si longue période pour que quelqu'un n'ait pas été vu. Comment cela complique-t-il les choses? C'est comme si on ne sait même pas. Tu sais, on ne sait pas comment ils connaissaient Eugène Horch. On ne sait pas quand ils seraient entrés dans la maison. On ne sait pas s'ils étaient dans la maison. On ne sait pas d'où vient cette vidéo. C'est comme si, de l'extérieur, c'est facile de regarder et de dire, eh bien, tu sais, quelqu'un pourrait dire, je ne le dis pas, que tu sais, Eugène a sûrement quelque chose à voir avec ça. Tout n'est qu'allégation à ce stade. Il a été inculpé de meurtre. Mais en même temps, il y a tellement d'étapes, il semble que les forces de l'ordre vont devoir tout reconstituer pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que ce que vous faites maintenant avec l'enquête, c'est que vous exécutez vos mandats de perquisition. Ils en ont fait 95. C'est une quantité de travail immense. Des entretiens avec les voisins, les gens du quartier pour déterminer ce qui se passait dans la maison. Et en examinant l'état de la maison, elle ne ressemblait pas à une maison normale. Je veux dire, les fenêtres étaient barricadées, clouées avec des planches. Et puis, il y avait ces caméras de surveillance. Donc, il se passait quelque chose de louche là-bas. Je veux dire, c'était probablement une crack house, comme on les appelle, ou une salle de shoot, peu importe le nom. Donc, nous devons trouver le lien entre ces individus et l'accusé dans cette affaire. Et tout ce que nous avons, c'est la vidéo. Donc, il faut plus que ça. Et voici ce que je dis toujours. Il n'y a aucun crime à être porté disparu. C'est ce qui fait que la disparition devient criminelle. Donc, on ne connaît pas la relation, comment on a eu la vidéo d'eux est-ce que c'était une vidéo de la maison ou une vidéo d'un autre endroit. Il y a des centaines de milliers d'heures de vidéos avec lesquelles vous allez devoir travailler. Vous avez 70 000 vidéos, plus de 500 000, 600 000 photos et images fixes, des manifestes, des relevés et des documents. Cela va prendre du temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de corps. Il n'y a pour l'instant aucun lien entre leur mort et une quelconque action de l'accusé ou quoi que ce soit qui se soit passé dans la maison. Que pensez-vous de l'énorme quantité de vidéos et d'images? Je ne sais même pas ce qu'elles contiennent, mais simplement le fait que quelqu'un ait tout cela chez lui. Eh bien, c'est ça le problème. Vous savez, c'est pour ça que les caméras sont là. Il va falloir visionner les images des caméras. Jusqu'à quand remontent les vidéos? Est-ce qu'ils les ont stockées sur des disques durs ou des clés USB? C'est ce qu'ils font maintenant. Donc, ils ont récupéré toutes les preuves numériques et maintenant, ça va prendre du temps pour tout examiner. Et la quantité de personnel nécessaire pour faire ça? Le faire correctement, le faire bien, ça va prendre du temps. Vous savez, on a eu des affaires où on avait 15, 20 heures de vidéo. Et on va avoir 4 ou 5 détectives qui vont la regarder pour voir s'ils remarquent quelque chose de différent. Donc, il va falloir que plus de détectives examinent ces éléments pour déterminer ce qui était là, ce qui a été vu, ce qui n'a pas été vu. C'est vraiment une tâche énorme pour le service de police. Et on espère arriver à la bonne conclusion. Parce qu'il se passe autre chose dans cette maison. Et c'est ça la question. Est-ce que ce n'est qu'une maison de crack, un lieu où l'on se shoot, ou est-ce quelque chose de plus odieux? Ils avaient des produits chimiques là-bas. Ils essaient soit de fabriquer de la drogue. Ils avaient des fûts de 55 gallons là-bas. Ils avaient des produits chimiques, une opération de culture. C'est ce qu'ils faisaient. Ils commençaient. Et ils vivaient là, et son père vivait là aussi. Donc, il a été dans cette maison. Et ils ont beaucoup de documents à examiner, beaucoup de preuves médico-légales à analyser. Et pour déterminer si les décès ont été causés par un acte criminel, cela va prendre du temps. Et puis, rien que quand je pense à ce que son père faisait dans la vie et à ce pourquoi il était connu. Je veux dire, c'était, vous savez, quelque chose d'assez dur. Je veux dire, il y a quelques images en ligne,
Mais vous savez, franchement, je ne voulais pas utiliser mon ordinateur de travail pour aller sur cette partie d'Internet en faisant des recherches pour cette histoire. Mais on peut avoir une idée de ce que c'était. C'est comme, même j'imagine que pour les détectives aujourd'hui, il faut déterminer, quand on voit une image, si elle a été prise par son père, est-ce que je suis en train de regarder un vrai crime? Ou est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ce monde de fantasmes qu'il créait dans l'industrie du porno? Ouais, c'est ça le problème, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut suivre les pistes, les faits d'enquête et déterminer ce qui est factuel et ce qui ne l'est pas. Mais c'est pour ça que la masse de preuves, toute cette documentation va prendre du temps. J'envie pas la quantité de travail qui est en cours, mais c'est quelque chose que les enquêteurs font tous les jours. Et ça, et je reviens là-dessus, tout ça vient d'un simple contrôle d'une voiture garée près d'un parc où une dispute a éclaté. Et l'agent a agi de manière proactive. Et ensuite, tu as vu l'effet boule de neige que ça l'a provoqué. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est pourquoi la police agit comme elle le fait et pourquoi cette enquête pourrait s'avérer être bien plus qu'une simple affaire de matériel et d'activités liées à la drogue. C'est ça. Et il avait tellement de choses dans sa voiture, apparemment, soi-disant, tu sais, que ce soit des armes à feu, alors qu'il est un criminel condamné, il n'a pas le droit d'en avoir. Ces faux documents. Comme pour avoir, tu sais, un faux nom, mais avec sa photo, par exemple, en tant qu'agent de la DEA ou du FBI. Et puis, tu exécutes le mandat de perquisition, et soudain, tu entres dans la pièce, et c'est un laboratoire. Je veux dire, on aurait dit que ça ressemblait à un film d'horreur. Et puis toi, je pense aussi à environ 600 000 images, 70 000 vidéos, 10 000 documents écrits qu'ils ont saisis. Et tu dois tout passer en revue. Il ne s'agit pas juste de survoler. Tu vois, comme sur ton téléphone. Tu dois documenter ce qu'il y a dans chacun d'eux. Et tu sais, ils ont dit qu'ils n'ont parcouru que 7% de ce qu'ils ont récupéré. Et ça fait plus d'un mois qu'ils l'ont, ou à peu près un mois. Donc il y a énormément de travail à faire avec tout ça. Tu sais, et je pense à ces familles qui attendent depuis une éternité. Tu sais, on parle toujours beaucoup, tu sais, bien sûr, de Nancy Guthrie et de tout ce qui se passe là-bas. Et ça fait plusieurs mois et on compatit avec cette famille. Mais dans ces cas-là, il y a des gens qui attendent de savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Et tu peux les voir chercher les membres de leur famille sur Facebook depuis genre 2012. Et ça montre à quel point beaucoup de ces affaires, ces disparitions, n'ont rien donné. Et je sais que l'affaire Guthrie est très différente de ce dont on parle ici, mais il y a tellement d'affaires de personnes disparues, où la police essaie encore de comprendre ce qui est arrivé à ces gens. Et on ne sait même pas si cette maison est liée à certains des noms qui lui ont été associés. Ouais, et ce qu'il faut savoir, je vais juste parler de New York, du NYPD. Quand on s'occupe de disparitions, selon le type de personne disparue, un enfant, une personne âgée ou quelqu'un souffrant d'une maladie, il y a une attention particulière, un fort accent mis là-dessus pour essayer de les retrouver. Mais après 7 jours pour une disparition ordinaire, ce qu'on appelle une disparition classique, l'affaire est transférée à la brigade des personnes disparues. Et ils ont des centaines, des milliers de dossiers. Et ça revient à la question, la personne disparue veut-elle vraiment disparaître? Est-ce criminel ou non? Et quand nous sommes confrontés à cette situation, il semble que quelque chose se soit passé. Nous ne pouvons pas encore déterminer s'il y a eu acte criminel. Mais vous savez, j'ai eu des affaires de personnes disparues et on espère les résoudre. Mais là, on parle de cas où la famille n'a aucun contact avec eux. Parce qu'au final, c'est ça la question. Est-ce que quelqu'un tient assez à eux pour signaler leur disparition? Et nous avons vu des affaires de personnes disparues. Prenez simplement l'exemple de Gilgo Beach à Long Island, New York. On a déjà eu des situations comme celle-ci dans le passé. Des gens ont disparu et on ne sait pas où ils sont. Est-ce criminel ou pas? À Gilgo Beach, nous avons découvert que la plupart de ces cas étaient criminels. Mais il y en a des milliers. Tout comme ces 2 personnes qui ont disparu et personne ne savait où elles étaient. Je crois que le dernier endroit connu pour l'une d'elles était à Kensington, dans la banlieue de Philadelphie. Et malheureusement, je viens de New York. Kensington est connu chez nous à New York pour le genre de quartier que c'est. Et on peut voir rien qu'en regardant l'accusé dans cette affaire que, en plus d'être un consommateur, il semble aussi faire de la revente. Et ils ont aussi bien fait de porter cette affaire au niveau fédéral, parce que les accusations fédérales tiennent beaucoup plus longtemps qu'une accusation au niveau de l'État. C'était justement l'une de mes questions, parce qu'il faisait face à des accusations de drogue au niveau de l'État au départ, puisqu'apparemment, on aurait trouvé de la drogue dans son véhicule. Lorsqu'ils l'ont arrêté, d'ailleurs c'était à Center City, près de la Cloche de la Liberté, là où il avait cette dispute, ce qui est juste. C'est pas là où, vous savez, Kensington est un quartier qui a longtemps eu des problèmes de drogue à Philadelphie. Mais que tout cela se passe, je trouvais ça intéressant. Que tout se soit déroulé, vous savez, juste au cœur du principal centre touristique de Philadelphie. Mais en ce qui concerne les accusations, il est accusé d'avoir ces faux documents, prétendant qu'il était comme un agent de la DEA, un agent fédéral, et puis avoir une arme à feu en tant que criminel. La prochaine fois, vous savez,
quand il s'agira de la caution et tout ça. Quelle est la probabilité qu'ils puissent garder ce type derrière les barreaux, s'ils essaient encore de comprendre ce qu'il y avait sur ces vidéos? Et, vous savez, si on a affaire ici à quelque chose qui pourrait être aussi grave qu'un meurtre. Eh bien, c'est pour ça que les accusations fédérales sont assez solides, parce qu'ils n'étaient pas seulement en possession d'une arme à feu, mais elles ont aussi été modifiées et certains numéros de série ont été effacés. Donc, ça aggrave l'accusation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont passés au niveau fédéral, parce qu'ils ont plus de chances de le garder en détention. Malheureusement, on a vu dans la ville, en Pennsylvanie et surtout à Philadelphie, que pour possession d'armes à feu ou de drogue, tu entres et tu ressors tout de suite. Donc, c'est une façon de les garder en détention pendant qu'ils font ça. Et ils travaillent sur cette affaire depuis juin. Donc, ça fait presque 2 mois. Et ça, c'est juste dans la maison. Ils viennent seulement d'aller dans les égouts. Donc, grâce aux informations trouvées dans la documentation ou les vidéos qu'ils ont, ils doivent maintenant aller soulever les tuyaux d'égout là-bas. Donc, ils cherchent quelque chose et ils doivent juste le trouver pour relier tous les éléments. Sur le tuyau d'égout, parce que je sais qu'ils ont excavé la maison. Ils sont en dessous. Ils essaient de comprendre si quelque chose pourrait être caché là-dessous. Il y avait des urnes dans la maison et l'une pourrait appartenir à un membre de la famille. Mais à qui appartiennent les autres? Tu vois, il y a 5 urnes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Combien de temps ça va prendre au moins pour obtenir cette information? Ils sont encore en train de passer les photos en revue, mais combien de temps ça va prendre pour obtenir les résultats de tout le reste qu'ils ont testé? Ça pourrait prendre vraiment beaucoup de temps. Ils font les analyses chimiques parce que même s'il y avait des produits chimiques là-bas, on ne sait pas ce que c'est. Et même si c'est étiqueté, est-ce que c'est vraiment le produit indiqué sur l'étiquette? Donc, disons que c'est juste, prenons un exemple, si c'est de l'hydroxyde, on ne le saura pas tant qu'ils ne l'auront pas testé. Donc, ça prend du temps pour faire ces analyses. Si c'était un laboratoire de méthamphétamine, ils ont vraiment eu beaucoup de chance que cette zone n'ait pas explosé, si c'est le cas. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris au cours de mon expérience en tant qu'agent des stupéfiants. Les laboratoires de méthamphétamine sont très volatiles et la quantité de produits chimiques qu'il y avait, était-ce pour fabriquer de la méthamphétamine? On ne sait pas. Ils n'ont pas donné cette information. Mais cela va prendre du temps parce qu'il faut séparer les produits chimiques. La maison elle-même, les preuves médico-légales et les preuves numériques que vous avez, c'est distinct des preuves physiques. Ensuite, vous essayez d'obtenir les relevés téléphoniques. Vous essayez d'obtenir, vous savez, d'examiner les détails, des entretiens, de nombreux entretiens. Je vous garantis qu'il y a probablement des policiers qui vont à Kensington pour voir s'il y a des photos ou des vidéos. Et aussi via NAMUS, qui est une base de données pour les personnes disparues ou les personnes qui ont été identifiées comme disparues. Ils vont regarder ça aussi. Donc, tout ce qu'ils font, ils vont devoir tout coordonner. C'est beaucoup de travail. Et je le dis, c'est énormément de travail à faire. Oui. Et ils ont fait appel au FBI. Donc, on va voir ce qui va se passer ensuite dans cette affaire. C'est très inquiétant. Je veux dire, En fait, rien qu'en le lisant aujourd'hui, et je pense juste aux premières personnes qui sont entrées dans cette maison. Et ils disent qu'ils ont trouvé un labo là-dedans. Et on devait forcément se dire, tu sais, surtout quand on voit cette vidéo sur le disque dur. Ce qui est incroyable, d'une certaine manière, c'est que c'était l'un des premiers disques durs. Ils ont passé en revue tous les disques durs qu'ils avaient à examiner, et c'est celui-là qui leur a montré. Ces 2 femmes, disent-ils, sont décédées. Et puis, tu sais, tu crains maintenant ce qu'ils vont découvrir ensuite. On verra s'ils trouvent quelque chose. Bien sûr, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, et on verra ce qui se passe. L'inspecteur à la retraite du NYPD, David Sarny. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur Law & Crime. Merci d'être là. merci beaucoup et prenez soin de vous. Veuillez indiquer que toute personne ayant des informations peut appeler le département de police de Philadelphie au 215-686-3334. De cette façon, vous pouvez parler directement avec un détective de la brigade des homicides ou laisser un renseignement sur cette affaire en appelant le 215-686-TIPS. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.